Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là. Alors toujours la même équipe, l'équipe qui gagne. On a Christophe avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Olivier François. Bonjour cher Patrick. Responsable de l'émission Le Plus d'éléments. Notre rédacteur en chef, bien-aimé François Bousquet et Bonjour. Rodolphe Carte. Et on va revenir pour cette année-là. Vous voyez, on va faire un bond de 20 ans. On avait fait un numéro qui était paru en... De 30 ans. 30 ans, 93, oui. 30 ans, Nous sommes c'est plus en 2003. incroyable. Par contre, c'est Ah les oui. 20 ans d'éléments. Eh oui, c'était les 20 ans d'éléments. Oui, c'est pour ça que je me suis... Oui, c'est ça. voilà. C'était les 20 ans d'éléments. Puis les 20 ans d'éléments, on s'est dit, tiens, on va faire un sujet qui peut-être va être un peu d'actualité. C'était sur l'immigration. Vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Alors cette année 93, c'est 30 ans. Mon cher Christophe, qu'est-ce qui s'est passé en 93? Alors, j'aime bien faire Petit bilan. un petit panorama, pas un bilan, un panorama, voilà. Bon, alors, notre panorama. émission s'appelle Cette année-là. Donc, en fait, on parle d'une année précise et on s'appuie effectivement sur la sortie d'un numéro spécifique. Donc, nous sommes en 1993. C'est le numéro, je crois, 77, Exact. donc, qui est un assez beau numéro d'ailleurs, même graphiquement, on en reparlera. Donc, alors en 93, il se passe beaucoup de choses. C'est un peu le début de nos ennuis, même sur la politique internationale et intérieure. 93, on est dans du Clinton qui arrive, du Clinton qui d'ailleurs doit faire les accords d'Oslo avec les Israéliens, avec, je crois, Arafat et Rabin. Alors, en international, Mandela est prix Nobel avec, je crois, De Klerk aussi. En France, on est à la fin de... Mitterrand est déjà momifié, c'est déjà une momie. Balladur arrive au pouvoir. Il y a le pauvre malheureux Bérégovoy qui est un grand dépressif et il met fin à ses jours. L'homme des berges en ukrainien. Il faut rappeler que Bérégovoy. L'homme des berges. Il s'est Mais- suicidé sur les Il berges. s'est suicidé sur les berges avec son garde du corps militaire qui avait malencontreusement oublié son flingue et toute l'armée française autour qui sécurisait le terrain. C'est vraiment malheureux comme gros ouvre. Qu'est-ce qu'on a comme chose? Alors les débuts nous ennuient parce que c'est le début de l'Union Européenne, en fait, c'est le début de Maastricht. L'ouverture du tunnel sous la Manche, alors c'est peut-être pas les ennuis. Qu'est-ce qu'on a comme chose un peu drôle? On a les 50 ans de Johnny Hallyday au Parc des Princes. Nous avons l'affaire Jean-Claude Roman, d'ailleurs dont on parle dans le numéro actuel dans les kiosques de la revue Éléments, puisqu'on parle de Roman Ce fameux dans les numéro 501. qui est en kiosque là. En tant qu'imposteur absolu. Ouais, En tant magnifique qu'imposteur approche. absolu. Et oui, c'est ce médecin qui s'invente une vie de médecin. Un faux médecin. Un faux médecin qui tue toute sa famille. Voilà. Nous avons aussi la mort de Bousquet. Il y a un problème Bousquet. Alors pas François Bousquet. Alors, Christophe, me permets-tu quand même une petite Ouais. incise Oui. Je n'ai rigoureusement, c'est un patronyme assez répandu dans Oui, le évidemment. Sud-Ouest. Moi, je suis rouergan, nous sommes très nombreux. Il y a 3 villages dans le Rouer qui s'appellent Bousquet. Et le René Bousquet en question, c'est un Ratsoc et un franc-mac. Vraiment, il est aux antipodes. Et il était maqué avec les Bailey, qui sont les gros propriétaires De Toulouse. du Midi Libre, de la Toulouse. Dépêche du Midi, Ouais. etc. Donc, c'est l'horreur absolue. Rien à voir avec la famille. Alors là, il s'agit de René Bousquet, l'ancien, je crois, chef de la police de Vichy, Voilà, et puis ouais. des problèmes il se fait donc flinguer par un activiste bizarre dont j'ai oublié le nom. Ouais, Un semi-fou. personnage étonnant, ouais, voilà. Nous avons ça, c'est aussi la mort d'Escobar. Voilà, donc De Pablo Escobar. De Pablo Escobar, qui n'a Avec rien à voir lequel avec François Bousquet n'a rien à voir. Forcément, il n'a rien à voir avec la famille Escobar. Voilà. Alors sur des choses un peu plus légères, nous avons beaucoup de grandes réussites de Bachung et de Véronique Sanson. Pour les Bretons imaginaires ou pas du plateau, on a une très belle chanson des Innocents qui s'appelle Un autre Finistère que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup aussi. Il y a Rio Grande du merveilleux Eddie Mitchell. Sur les arts, la culture, le cinéma, je crois qu'il y a Jurassic Park de Spielberg qui est très drôle comme film. Sinon, c'est un peu le Sacre des Nuits Fauves, ce navet de Collard qui meurt aussi. Et puis des gens qu'on aime bien, je crois que sur les récompenses, notamment au César, il y a Claude Rich et je crois Molinaro récompensé pour Le Souper. Claude Rich qui joue en Talleyrand. Et je crois que Deneuve est aussi à un César pour le Indochine de Régis Varnier qui est un joli film. Et quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi, c'est Jean-Pierre Mariel, qui doit avoir un truc de télé lorsqu'il fait je crois la controverse de Valladolid. Voilà. Puis pour finir sur une note un petit peu sport loisir, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout jeune, parce que là on va plonger dans une espèce de nostalgie. Steffi Graf. Légende de Steffi Graf, Oui, gagne très, très Roland Garros, légende. ça c'est très émouvant. Alain Prost est champion du monde de Formule 1, alors vous vous rendez compte, quelle émotion. Voilà, c'est à peu près tout. Le Tour de France vient de finir, c'est Indurain, Miguel Indurain à la fin qui gagne. Et en football, en 1993, rien à signaler. Je me tourne vers C'est François. pas la demi-finale perdue? La finale perdue?
Ah bon, Marseille peut-être. avec le rouge, Vous hein. croyez? Non, j'ai dit que le PSG a gagné la Coupe de... J'ai dit que le PSG a gagné la Coupe de France. Il y a une autre actualité, Bernard Tapie? Non, Non, voilà, c'est tout. Bon, très bien. Donc 1993 et le numéro 77 d'éléments. alors. Ben, merci Qu'on Christophe. peut parce retrouver que- d'ailleurs, qu'on peut se procurer sur le site, je pense. Qu'on peut se trouver sur le site. Alors ce numéro, en plus, il est exceptionnel parce que c'est un gros numéro de plus de 80 pages et il n'est que sur l'immigration. François, à l'époque, en 93, c'est la nouvelle droite, c'est le droit à la différence. Hein. C'est le mot d'ordre de la nouvelle droite et les mouvements antiracistes de l'époque, que ce soit la LICRA, le MRAP, les SOS racistes, à l'époque, qui sont tous unanimes. Harlem Désir prenait à l'époque le partage des valeurs communes et non le tribalisme identitaire, l'intégration républicaine autour de principes universels et non la constitution de lobbies communautaires. À l'époque, le mouvement est uni sur ce racisme-là qu'il dénonce, alors que de notre côté, nous on dit il y a quand même des différences chez ces fameux personnes qui sont là depuis maintenant 20-30 ans. On a été rejoint par une partie de la gauche, parce qu'il y a une scission au sein de la gauche. Là, on est encore dans une gauche qui procède des Lumières, une gauche universaliste, une gauche assimilationniste, qui s'imagine que les immigrés ont vocation à s'intégrer, à se fusionner, à devenir des Français, les Français à devenir des Européens, les Européens des citoyens du monde. Nous, l'AND, non. L'AND, nous, on est sur une position qui est celle de Claude Lévi-Strauss, qui est celle de l'anthropologie et de l'ethnologie, qui est celle de la différence, de l'éloge de ce qu'on appelle un mot un peu pompeux, l'ethno-différentialisme. C'est-à-dire que nous sommes différents culturellement, nous sommes différents civilisationnellement, religieusement, mais aussi ethniquement. Et à l'époque, on est les seuls, si on écarte des gens comme Lévi-Strauss, mais qui est à la fois sacralisé, mais qui n'est pas lu, qui n'est pas écouté. Le dernier Lévi-Strauss, pour mémoire, c'est celui de Race et Histoire, et non pas Race et Culture, qui repense et qui revient sur sa fameuse conférence à l'UNESCO, où il fait un éloge de la différence. Il fait un éloge de la protection, il fait un éloge de la frontière. Donc nous, on est dans une position assez isolée. Et à l'époque, on est stigmatisé. Être nos différentialistes, en réalité, vous n'êtes que des racistes, ce que nous ne sommes pas, ce que nous avons toujours refusé d'être, parce qu'ici, qualifier, c'est disqualifier. Et cette position-là, aujourd'hui, c'est un peu celle de la gauche, parce que la gauche s'est fracturée. C'est complètement fracturé. Il y a une gauche aujourd'hui indigéniste, anti-universaliste. Ça n'est pas du tout ma tasse, c'est pas du tout ma chapelle, loin de là. Mais vous pensez à Ouria Boutelja. Elle a raison de défendre sa différence, son islam. Simplement, il faut qu'elle le défende à Alger, dans la Casbah, et non pas à Belleville, non pas à Ménilmontant, non pas à la Goutte d'Or, ce qu'elle fait. Et la gauche est complètement coupée en deux. Cette gauche antiraciste est perdue. C'est Cazeneuve. Essayons de situer sur l'échiquier politique un Cazeneuve ou un Manuel Valls, par exemple. Ils sont insituables, parce qu'ils sont perdus. Forcément, il devrait désormais, Manuel Valls fait la couve et la une de Valeurs Actuelles, parce qu'il est perdu. La gauche a été vampirisée par un autre ethno-différentialisme, sauf que c'est un ethno-différentialisme de conquête. Voilà. Parce qu'à l'époque, et c'est ça qui était assez troublant, c'est que même un Pierre-André Taguieff assimile la nouvelle droite et son différentialisme à une sorte de néo-racisme. Il est en train de basculer, Taguieff, parce qu'on commence à lui faire le procès du syndrome de Stockholm. Pierre-André Taguieff, à l'époque, est le grand spécialiste du racisme, qui va produire des études assez sérieuses. Son gros livre, La force du préjugé. La force du préjugé. C'est un élève de Poliakov. Poliakov, qui est également, lui, c'est sur la question juive, la question allemande et la question nazie, sur ce qu'il appelait la causalité diabolique. C'est qu'il faut un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'étranger, le juif, aujourd'hui. Donc lui, il a la croisée des chemins. Il est fasciné par l'AND. On va lui faire le procès en syndrome de Stockholm. C'est qu'il est fasciné par son sujet d'étude, en l'occurrence Alain de Benoît. Et il est en train d'évoluer, Taguieff. Il passe de la gauche à la droite. Je ne suis pas sûr qu'il accepterait cette simplification, mais de fait, il a préfacé à la nouvelle librairie, Pierre-André Taguieff. Mais Rodolphe pourrait nous en parler parce que c'est son sujet. Les réflexions sur la violence de Sorel, de Georges Sorel. Il nous a donné un entretien récemment. Il est en train de changer et il montre que au sein de l'antiracisme, il y a un non-dit raciste. Olivier François, c'est quand même une période où la moindre différence, vous êtes soupçonné, je veux dire, de vouloir faire du racialisme. Alors je pense que 93, c'est le moment aussi où la gauche bascule, parce qu'il y a quand même cette affaire des foulards de Creil quelques années avant, et à ce moment-là, il y a une pétition qui réunit en fait l'ensemble de ce qu'on appellera plus tard les nationaux républicains ou les néo-réactionnaires. J'ai repris récemment, pour préparer cette émission, la pétition de Creil contre le port du foulard à Creil, enfin
l'affaire de Creil. Il y a Régis Debray, il y a, je crois, même Elisabeth Badinter, Finkielkraut évidemment, Elisabeth de Fontenay, etc. Donc toute cette mouvance qui aujourd'hui continue d'ailleurs à être sur une ligne assez universaliste. Il y a aussi une autre chose, 93, c'est aussi le début, et ça c'est une date importante, parce que ça aura des conséquences sur la jeunesse immigrée, c'est le début de la guerre civile, de la deuxième guerre civile en Algérie. Le FIS, le GIA, et évidemment, puisqu'on a des liens avec l'Algérie, hélas, l'effet que ça a dans les banlieues, avec une réislamisation, mais une réislamistisation, si je puis dire, des banlieues. Regardez par exemple les photos de la marche des Beurs. Quand on regarde les photos de la marche des Beurs, je crois que c'est 83-84, il n'y a quasiment aucune femme voilée. Les filles de la marche des Beurs, on en voit, elles sont au premier rang, elles ont parfois des kéfiers palestiniens, mais des jolis cheveux. C'est la beurette. La beurette est assez émancipée d'ailleurs. Le garçon, pareil. 93, c'est le basculement, donc c'est intéressant. Et c'est aussi le basculement vers une identité islamique ou maghrébine fantasmée, où on reconstruit. Vous parliez tout à l'heure d'Ouria Boutedja. Ouria Boutedja, j'ai lu un article récemment sur la manière dont, à un moment donné, on a essayé de l'intégrer dans les milieux musulmans. Les milieux islamiques sérieux la prennent pour une guignole. Elle ne sait pas porter son foulard. C'est une américaine pour eux. Hein. C'est d'ailleurs la manière... Moi, connaissant un petit peu certains maghrébins, quand on voit les femmes immigrées qui portent leur foulard, les vieilles notamment, elles le portent de manière pas provocatrice. Moi, ça m'embête parfois d'en croiser trop souvent, mais elles le portent de manière comme au pays, décente. Ouria Boutedja, elle ne porte pas son foulard ou son turban de manière islamique. C'est un foulard qui est en fait un bras d'honneur. On vous emmerde, on vous déteste. C'est ça en fait le message qu'elle veut nous donner. Mais Ouria Boutedja n'a rien d'une femme enracinée. Elle s'est reconstruit une identité qui est une identité de combat et une identité en fait de revendication. Voilà. On trouve dans ce numéro, il y a un entretien de Farid Mahi, qui était un proche du Front National, qui à l'époque est le président d'une association Arabisme et Francité. L'entretien est assez intéressant, il critique pas mal l'antiracisme. Mais ce qui est assez étrange, c'est que de sa part, il n'y a pas le mot islam une seule fois qui est prononcé. Oui, Olivier l'a dit, il y a un surgissement, un retour de la question religieuse. Il y a 20 à 30 ans, tout le nationalisme arabe avait mis des quartiers turcs, puis arabes avait écarté le parti basse, qui était des chrétiens, chrétiens libanais, chrétiens syriens, qui avaient brandi l'étendard du nationalisme arabe. C'était un nationalisme laïque, universaliste et français. Or, c'est tout ça, ce monde-là est fini. On a l'impression que ça a été renvoyé au fin fond du 19e siècle, du 20e siècle, hein, que le religieux, c'est normal. Hein, je veux dire que l'emprise religieuse, je n'en déplaise à Karl Marx, hein, l'opium du peuple, c'est ce qu'il y a de plus fort. L'opium du peuple, c'est la religion. La religion est un étendard beaucoup plus mobilisateur, hein, surtout l'islam. Hein. Donc l'islam, aujourd'hui, a tout recouvert, tout submergé. Donc l'islam nous pose un problème. La question, peut-être que Rodolphe, de cette question de l'assimilation, on ne peut pas assimiler une religion. Il y a des effets de seuil, hein, donc on peut assimiler à la marge des populations, ce qu'on a toujours fait. Une fois qu'on dépasse ces effets de seuil, hein, c'est les seuils de tolérance de François Mitterrand, de Michel Rocard, hein, on ne peut plus assimiler. Mais comment assimiler quoi, un corpus religieux qui est là depuis 1300 ans, qui s'appuie sur la force du désert, qui est aussi fort que le destin, qui est une parole à créer? Je ne vois pas comment. Justement, Rodolphe, cet islam, il y a Jacques Parlot dans un des articles qui, lui, pointe déjà le doigt sur le grand divorce entre la laïcité à la française et la société post-migratoire. Il parle de l'échec de l'idéologie catho-laïque. En fin de compte, cette idéologie laïque, elle va droit dans le mur vis-à-vis d'une religion comme l'islam. En fait, quand j'ai lu c'est incompréhensible. Quand j'ai lu le numéro, ça m'a fait penser, il me semble, c'est une phrase de Jospin qui disait qu'importe le nombre, ils achèteront des baskets Nike comme tout le monde. Problème, c'est ça le problème. Madelin, c'est Madelin. D'accord. Ah, c'est possible. En tout cas, on a bien vu avec les dernières émeutes là, de ces dernières semaines que oui, ils achètent des Nike, mais aussi ils auront mis le kéfier, le foulard et ce genre de choses. Donc en plus d'avoir entre guillemets la sous-culture américaine. Là, ils ont plutôt volé les mais bon, tant mieux. Comment dire, on a la peste et le choléra en même temps, si je puis dire là-dessus. Puis moi, comme vous l'avez dit, c'est un numéro qui date de 93. C'est un numéro, c'est mon année de naissance. Et c'est vrai que je l'ai lu avec un sentiment un peu d'amertume parce que dedans, on retrouve déjà toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Il y a déjà tout.
ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que la nouvelle droite à l'époque et Élément n'était pas tombé dans le dans l'affrontement du choc des cultures comme on pourrait le retrouver chez Huntington, où il y avait une voix tierce entre guillemets. C'est qu'on essayait toujours d'avoir entre guillemets ce dialogue, tout en stigmatisant, comme vous l'avez très bien dit, l'importation d'une masse qui de fait ne se mélangera pas au peuple français. Déjà, on avait on démasquait l'arnaque de l'universalisme de gauche qu'on pouvait retrouver, ou même plutôt dans l'arc républicain. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que déjà à l'époque, la nouvelle droite proposait entre guillemets une voie tierce qui à mon avis est la bonne, c'est celle entre guillemets de la non-fermeture au dialogue des cultures et ce genre de choses, mais qui est aussi par exemple l'affirmation et la défense de la question démographique et ce genre de choses. Donc oui. Alors ça va même plus loin, parce qu'il y a un article qui à l'époque va choquer pas mal de monde, qui est un article d'Alain de Benoît sur l'identité. C'est l'un des ses premiers articles sur l'identité. Et Alain de Benoît, il dit: la perte de l'identité n'est pas due à l'immigration. Le jeune Français de l'époque n'a plus d'identité. Comment pourrait-il la défendre alors qu'il vit déjà dans une société mondialisée et individualiste, qu'il ne défend déjà plus le collectif? La société libérale et mondialisée est passée par là. L'immigration, en fait, ce n'est qu'une conséquence de cette mondialisation qui arrive. Quand l'immigré arrive, il y a déjà plus d'identité française. Alors, j'apporte néanmoins une nuance. Je crains que cette troisième voie soit désormais une impasse, qu'il n'y ait qu'une seule alternative, puisque c'est la question de l'ami et de l'ennemi. C'est difficile de sortir de la dialectique de l'ami et de l'ennemi. Oui, il y a un phénomène d'acculturation massif, général, sociologie des prénoms de la France périphérique, qui sont que des consonances anglo-saxonnes. La série télévisée, qui est américaine, donc il y a une colonisation mentale par l'imaginaire américain, les phénomènes d'obésité, de McDonaldisation. Mais il n'empêche, moi j'ai toujours en tête le bouquin génialissime d'Olivier Roy qui s'appelle La Sainte Ignorance, qui est un islamologue qui a mauvaise presse aujourd'hui, mais La Sainte Ignorance est quand même un livre fascinant qui montre que le religieux a muté chez les évangéliques, chez les protestants. Le protestantisme, ce qu'on appelle les dénominations traditionnelles du protestantisme, c'est-à-dire le luthérianisme, etc., toutes les églises traditionnelles, ont été marginalisées par le phénomène évangélique. Le phénomène évangélique, c'est du happy clacky. On applaudit et on danse. Voilà, c'est la joie. Et l'Esprit Saint nous descend. L'Esprit Saint descend dans les corps des individus. Et on retrouve la même chose dans l'islam. Il y a un processus de salafisation. Le salafisme, c'est un retour aux pieux ancêtres. Or, c'est une reconstruction totalement imaginaire, totalement fantasmée. Moi, j'appelle ça un Jurassic Park islamique. Parce qu'il fantasme un islam des premiers siècles, des 7 premiers imams, je crois, ou des 3 premières générations après Mahomet, qui est pure. Donc, ils veulent retrouver cette pureté. Mais c'est une pureté qui est recréée à partir d'un ADN fossile, de ce qui croit être l'ADN fossile de l'islam originel. Donc, on a partout une reconfiguration du religieux. Donc on a affaire à de la post-identité. Mais il faut à un moment donné, il faut qu'on en fasse le deuil des identités. Je veux dire, anciennes. Elles sont mortes. On ne va pas les recréer. Moi, j'adorerais que les gens lisent Peggy. J'adorerais qu'ils lisent Bernanos. Mais de fait, on est une poignée à le lire. Donc on doit reconstruire une identité. On est confronté. La question de l'ami et l'ennemi nous oblige, nous sommes, de reconstruire des phénomènes identitaires, quitte à ce que ce soit des identités parfois un peu parodiques, avec des éléments empruntés à la culture américaine, à la culture hollywoodienne. Le film 300 est caractéristique de ça. Mais comment vous voulez vous adresser à une génération qui a 18 ans ou 20 ans, qui a été frappée d'acculturation? C'est-à-dire que la transmission ne s'est pas opérée. Donc, et d'avoir un travail aussi, puisque on est la revue du combat culturel aussi, d'avoir un travail pour recréer des mythes, mobilisateurs. Vous connaissez la phrase terrible de Caraco, d'Albert Carapo, que nous aimons beaucoup, qui est la seule chose qui reste quand on a tout perdu, c'est le racisme. Oui. Voilà, ce qui est normal. Ce qui est normal, moi je le regrette, mais parce qu'une identité, c'est pas simplement le sang qui coule dans nos veines, mais c'est aussi cela. Tu permets les gens connaissent pas Caraco. Caraco, c'est un grand auteur, aussi grand que Sioran, qui est un juif levantin, qui écrivait un français parfait, un espagnol parfait, un allemand parfait, un anglais parfait, qui a vécu et qui est mort en France. Mais Caraco était un juif, et il insiste beaucoup sur cette question juive. Et lui, il revient en permanence à l'élément racial. Évidemment, c'est un interdit majeur aujourd'hui, mais c'est un interdit que tout le monde sent.
Les émeutes dont on parlait, Jérôme Fourquet nous a montré qu'il y avait une géographie de l'émeute. C'est une géographie de l'immigration. Elle est singulièrement subsaharienne. C'est des travaux d'Hugues Lagrange qu'on a oubliés. En 2010, il sort un bouquin sur les émeutes de 2005. C'est un sociologue. Et il dit que dans les émeutes de 2005, il y a une surreprésentation de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire Mali, c'est-à-dire Mauritanie, c'est-à-dire Sénégal, etc. Comment se fait-il que cette question-là ressurgisse? Mais c'est un interdit, on n'a pas le droit d'en parler. Mais on est des animaux. Moi, je suis convaincu que nous sommes des animaux. Quand nous sommes dans le métro, nous sentons d'instinct qu'il y a des lions, des renards, des gnous. Nous ne sommes pas que des animaux, justement, François. Il faudra... Non, je ne rejette pas. Pour moi, la question raciale n'est pas du tout un tabou. On n'est pas que de la viande. Voilà, on n'est pas que de la viande, on est aussi de l'esprit. Voilà. Mais la question de la viande, on l'a évacuée. Ah oui, ça, je suis Et à un d'accord. moment donné, elle ressurgit. Voilà. Je veux pas, Alors, il y a quelque chose qui surgit aussi, peut-être différent par rapport à 93. Moi, ce qui me marque, il suffit de regarder ce qu'ils appellent les faits divers depuis quelques années, c'est le surgissement d'une ultra-violence d'origine immigrée, qui est due d'ailleurs au fait que je pense que l'immigration, elle était déjà une catastrophe dans les années 90, un vrai problème, mais ça restait encore massivement peut-être une immigration encore de travail. Aujourd'hui, nous avons une immigration de masse qui est d'importation de masse, comme ça, qui arrive parfois de territoires de guerre. C'est-à-dire, sans même parler de la question raciale, comment voulez-vous qu'un homme qui vient de Syrie ou ou d'Afghanistan se comporte comme normalement, si je puis dire, ou de manière civilisée. Le cas récent, par exemple, de ce qui se passe en Allemagne, et ça existe d'ailleurs en France aussi, dans les piscines municipales. C'est ahurissant, c'est incroyable. Et là, on a vraiment quelque chose d'inédit qui n'existait pas, me semble-t-il, dans les années 90. Sur les émeutes, où il y a quelqu'un, mais là encore, il n'a pas le droit de parler. Il intervient dans Causeur. C'est Maurice Berger. Ah, oui. C'est un ethno... non, pas un ethno. C'est un pédopsychiatre qui a travaillé sur le phénomène de la bande et le phénomène de la violence dans l'adolescence immigrée. Il intervient des fois sur Causeur, mais il a publié un bouquin à l'artilleur sur la violence, la montée de la violence. Oui, il confirme ce que vous dites. Simplement, il n'a pas le droit de le dire. Il a même fait, lui, un papier dans Causeur, et Causeur a dû publier un droit de réponse. Quand même, c'est invraisemblable, sur l'idée qu'il y avait un problème aussi de consanguinité. Il fallait prendre au sérieux la théorie du déséquilibré. C'est qu'il y a un problème de consanguinité qui court du Maroc jusqu'au Pakistan. Pakistan, les chiffres, on les a pas. Mais dans l'islam tribal pakistanais, on a des taux de consanguinité, donc de mariage, entre cousins germains, de 60%. Voire même de 70%. Le Maroc a 20 à 25% de mariage consanguin au Maroc. Mais à Bruxelles, c'est 50%. Oui. Donc, de fait, là, c'est tabou en France. Mais c'est pas tabou au Maghreb. Au Maghreb, les médecins en parlent. Ils se disent que ça nous fait un problème, parce que ça crée des maladies génétiques très lourdes, mais des maladies psychiatriques très très lourdes aussi. Tout ça concourt et contribue également à rendre ce phénomène migratoire explosif. Il est explosif et j'ai l'impression, on a pendant des années, après 93, on a commencé à voir cette montée de l'islam, de voir cette culture arriver dans ces banlieues. Pourtant, j'ai pas l'impression que dans ces émeutes de 2023, que l'islam a été si présente que ça. Et en tout cas, on a dit qu'à l'époque de 2005, les imams avaient été intervenus. J'ai pas l'impression qu'ils sont intervenus et qu'on est plus dans les trafiquants. On l'a dit, qui auraient arrêté tout. Il y a un fait divers, enfin pas un fait divers, une actualité. Il y a un mois à Nice. Qui pour moi explique beaucoup de choses. Formidable. C'est de voir dans une des cités de Nice, on a vu arriver un camion dans une cité de la ville de Nice où ils ont installé 3 énormes structures gonflables, vous savez, pour les enfants, à plusieurs milliers d'euros pour les enfants. Ils avaient installé un énorme barbecue géant, des merguez. C'était pour la fête de l'Aïd El-Kébir, c'est ça, on dit que c'est comme ça. On s'est aperçu que c'était les dealers qui avaient installé ça pour la fête religieuse. Moi, je crois que ça durera pas. Je veux pas monopoliser. Christophe, tu dis rien. Après, moi, je pense que là, c'est la Caïra prend le dessus. Après, ce sera la charia de la Caïra. Et après, ce sera la mafia italienne était très religieuse aussi. Oui, mais ça durera pas. Vous savez à la fin, moi, je reviens à la phrase de Marx sur l'opium du peuple. L'opium du peuple, on pense qu'on veut la phrase de Marx. L'opium du peuple, c'est la religion, en l'occurrence. C'est plus fort que l'opium tout court. C'est qu'à un moment donné, les mollahs, les religieux, mettront pas. Ça s'est produit en Algérie, je veux dire, ça s'est produit partout. Les révolutions arabes se sont finies par les frères ou les salafistes. À un moment donné, ça va échouer. C'est ce que Olivier Roy ne veut pas comprendre, entre autres. C'est que l'islam politique échoue, mais c'est pas grave, il recommence. Les barbus seront plus forts que les vendeurs de shit. À la fin, parce qu'ils coupent les mains. C'est genre, je veux pas.
Juste pour revenir sur le numéro Christophe, 93, moi je suis frappé, c'est un numéro qui est passionnant, qui est très beau, qu'il faut La découvrir. couverture est très belle d'ailleurs. Oui, c'est aussi, magnifique. ouais. Et c'était sur le contenu, il y a beaucoup de textes d'Alain Benoît notamment. Je suis frappé par la mesure et l'esprit d'ouverture absolue des textes. On est dans des propos qui sont très mesurés, qui sont des appels authentiques à la différence. Il y a un très bon article autour du cosmopolitisme, l'opposition Barrès. Le cosmopolitiste de droite. Très je crois, intéressant, voilà. un petit papier. Et puis aussi sur l'aspect de nationalisation générale. Ne pas oublier aussi que la nationalisation, entre guillemets, elle se fait pour tout le monde, et y compris les régions françaises. Donc en fait, c'est ce jacobinisme aussi intégrateur, un peu fou, et que ça pose des questions au-delà de l'immigration aussi. Mais si tu permets, je parle. Attendez, C'est non, à un non, moment allez-y. donné, moi, la question de l'assimilation, c'est à un moment donné, presque il faut raisonner en la théorie de l'agent économique rationnel. Hein. C'est la théorie du capital humain. Le coût-bénéfice. Hein. À un moment donné, j'y peux rien. Ça me dérange en tant que nouvelle droite. Hein. Mais c'est intéressant pour un Rouergat de devenir français. Parce que quand tu devenais français, eh ben, tu avais beaucoup d'avantages. Tu avais le culte du drapeau. Tu avais l'éducation nationale. Donc quand tu fais le calcul coût-bénéfice, c'est intéressant de devenir français. C'est peut-être intéressant pour un Rouergat, mais pas pour un Alsacien. Aujourd'hui, non mais simplement, c'est là où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas intéressant de devenir français. Oui. Oui, l'armée, l'église, l'école ne jouent plus le On rôle. est des ploucs, on est des pas de bouts fragiles, hein, on se déteste. Hein. Donc il est normal qu'ils nous détestent. Hein. Le calcul est vite fait, je veux dire. Ils viennent ici pour nous piller. Ou pour, j'en sais rien, ou pour être une armée de réserve, même pas du capital, hein, puisqu'il y a du chômage, hein, armée de réserve des minima sociaux. Mais ils n'ont aucun intérêt d'être français, puisque c'est pas valorisant d'être français. Donc, Voilà, donc, bah, écoutez, on Sur termine phrases sur cette optimistes. C'était il y a 30 ans, voilà, c'était ce numéro, vous pouvez le trouver, il fait plus de 80 pages, vous le trouvez en version PDF, et autrement, dans les kiosques, vous trouvez les émeutes, il y a déjà aussi un article sur ces fameuses émeutes de 2023. Et on se retrouve, nous, dans deux mois. Bonjour chez vous.